Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafale. Radio J. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Réfoy, le magazine de la santé de Radio J. Bonjour, docteur Serge Rafale. Bonjour Nicolas. Nous avons le plaisir et l'immense honneur de recevoir à nouveau un ami fidèle de notre magazine Réfoy, Serge Herxberg. Bonjour. Bonjour. Professeur à l'université Sorbonne Paris-Nord, un des plus grands épidémiologistes et nutritionnistes français. Vous avez été notre invité l'année passée pour votre ouvrage Mange et tais-toi, qu'on représente à nouveau, pour ce numéro de Réfoy, parce qu'on n'avait pas tout dit. Publié chez Humaine Science, les droits de ce livre vont pour la moitié au Mémorial de la Shoah et pour l'autre moitié à la Maison d'Isieux. Et vous revenez, pour prolonger la discussion et nous raconter le long et houleux affrontement que vous avez dû mener avec votre équipe contre l'industrie et ses lobbies pour réussir finalement, pensions-nous, à imposer le Nutri-Score. Un ancien président disait « Mon ennemi, c'est la finance ». Vous pourriez le plagier en criant « Mon ennemi, ce sont les hobbies ». Ce combat semblait gagner définitivement, mais ses opposants n'ont apparemment pas rendu les armes. On va s'en rendre compte à nouveau aujourd'hui pendant cette cinquantaine de minutes qui arrivent. Je passe la parole au docteur Serge Rafale pour l'entretien de la première partie. Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafale. Radio J. Professeur Herxberg, bonjour. Bonjour. Merci d'être à nouveau parmi nous. Vous allez nous expliquer la poursuite de votre combat pour afficher le Nutri-Score sur le maximum d'aliments industriels partout en Europe. Nous allons profiter de votre expertise pour revenir sur les deux grandes études scientifiques que vous avez initiées et pilotées, Suvimax et Nutrinet Santé, qui ont contribué à la renommée de l'École française de nutrition et de recherche en santé publique. Nous évoquerons le PNNS, auquel je me réfère régulièrement dans nos rubriques matinales. Vous en avez été le président pendant plusieurs années. Nous terminerons par les modifications apportées progressivement au Nutri-Score pour guider les consommateurs vers les choix alimentaires les plus sains. Alors, vous expliquez que jusqu'à la fin des années 60, la nutrition n'existe pas comme discipline médicale. Oui, en France particulièrement, on se croit protégé par notre gastronomie pour lesquelles on n'a pas l'idée que l'alimentation peut intervenir dans le déterminisme de la santé. Les Américains, eux, ont commencé avec l'étude de Framingham sur le cholestérol et l'étude des 7 pays. C'est ça, il y avait déjà dans un certain nombre de pays anglo-saxons une certaine préoccupation sur le rôle de l'alimentation. Alors, il faut comprendre, pendant très nombreuses années, l'idée de la relation entre l'alimentation et la santé, c'était les grandes maladies de carence, le beriberi, le scorbut, les kwashiorkor, les marasmes, les grands déficits nutritionnels qui ont émaillé l'histoire de nos civilisations. Comme ceci a disparu après la Seconde Guerre mondiale, on a cru pendant longtemps que les problématiques nutritionnelles ne se posaient plus. Et c'est en effet aux États-Unis et puis dans le monde anglo-saxon qui est venue l'idée que l'inadaptation des apports alimentaires n'était peut-être pas la cause directe des maladies, mais pouvait intervenir dans le déterminisme de certaines maladies importantes comme les cancers, les maladies cardiovasculaires, l'obésité ou le diabète. Alors vous êtes à l'origine de deux études qui nous ont beaucoup marqués. Alors ça a démarré de façon très très artisanale. Dans votre ouvrage, vous expliquiez qu'on était à l'âge de fer. Vous avez commencé par vous intéresser au métabolisme du fer. Oui, tout à fait. Et en effet, d'une part, par mon parcours, puisque j'ai travaillé aussi dans les pays en voie de développement, où là, les problèmes de carence en fer responsables de l'anémie, de l'incapacité à produire suffisamment de globules rouges, avaient des conséquences en termes de santé publique majeures. Et c'est vrai qu'à la fin des années 70, au début des années 80, on prend conscience que s'il n'y a plus de grande carence, notamment en fer, en France et dans les pays européens, il pouvait y avoir des déficits qui pouvaient avoir des conséquences, là aussi, sur certaines voies métaboliques et donc sur la santé. Donc j'ai commencé à travailler sur l'évaluation des apports et du statut en fer des populations. Vous nous avez expliqué, vous aviez commencé donc votre premier colloque, vous aviez organisé le premier colloque sans le moindre centime, d'où vous avez compris la nécessité d'être inventif. Oui, quand on n'a pas d'argent, quand on n'a pas de sous, il faut des idées. Et donc, quand on n'a pas de pétrole, il faut des idées. Exactement. Donc avec mon équipe, on a très souvent, et tout au long de ma carrière et surtout tout au long du développement des recherches de mon équipe, on a essayé de faire face
au déficit d'argent par de la créativité, de l'imagination pour mener à bien nos projets. Alors, le tour de chauffe de Suvimax a été l'étude du Val-de-Marne. Oui, c'est la première étude que nous avons réalisée en 1988. À l'époque, on ne faisait pas d'études en population en France. On considérait que c'était des choses plutôt réservées à des pays dans lesquels il y a un sens civique qui fait que les personnes tirées au sort participent. Et en 1988, tout de même, avec mes collègues, on a décidé d'évaluer le statut en fer et puis d'autres vitamines, enfin d'autres minéraux et certaines vitamines sur un échantillon représentatif de la population du Val-de-Marne. Alors, on est vraiment dans une organisation qui est très, très artisanale. Vous expliquez que vous choisissez vous tirez au sort des noms dans les annuaires téléphoniques. Tout à fait, oui, pour avoir un échantillon qui soit le plus représentatif possible de la population. On a utilisé, puisque le téléphone était quand même très largement développé à cette époque, les numéros de l'annuaire téléphonique, ce qui nous a permis en fait de recruter plus de 1000 personnes qui ont accepté qu'on vienne à leur domicile, qu'on les enquête sur le plan de leur alimentation, qu'on leur fasse même un prélèvement sanguin. Et donc, ceci nous a permis de disposer d'informations qui ont permis de montrer que si en effet il n'y avait pas de grande carence majeure, il y avait des apports qui étaient assez marginaux. Des déficiences, on peut dire. Une fraction importante de la population. Et quand on regarde avec des marqueurs biologiques, il pouvait y avoir des déficits dont on ne connaissait pas l'impact réel sur la santé. Et là démarre donc l'étude Suvimax. Oui, parce que dans les déficits, il y a certaines vitamines et minéraux dits antioxydants, donc la vitamine C, la vitamine E, le bêta-carotène, le zinc et le sélénium, pour lesquels on retrouve des marqueurs biologiques évocateurs de déficience. Et il y a tout un tas d'hypothèses à cette époque qui suggèrent que ces antioxydants pourraient avoir un rôle dans la prévention, notamment des cancers. Et donc l'idée que l'on a eue était de dire, si on prend une population, si on apporte un peu plus d'antioxydants sous forme à des doses nutritionnelles, mais sous une forme avec une capsule pour avoir un placebo, est-ce qu'on va réduire le risque des cancers, des maladies cardiovasculaires et d'autres pathologies? Donc on a lancé cette étude Suvimax, qui était le premier essai d'intervention en France sur une large population. On a quand même recruté 13 000 personnes qu'on a suivies pendant 8 ans, la moitié prenant les vitamines et minéraux antioxydants à dose nutritionnelle, l'autre moitié un placebo. Les résultats sont publiés au stade de Roland-Garros en 2002. Vous avez été surpris, professeur Herbert, par les résultats? Alors oui, ces résultats étaient très intéressants parce qu'ils montraient que si l'on manquait de vitamines et minéraux antioxydants, ce qui était le cas particulièrement plus des hommes par rapport aux femmes, le fait de corriger le déficit permettait de réduire le risque de cancer et la mortalité. Donc, c'était important. Ça venait confirmer des études plus sur les mécanismes des antioxydants. Ça également permettait de montrer que ce sont des doses nutritionnelles qui sont efficaces. Et ces doses, c'est celles qu'on retrouve dans 5 fruits et légumes. Donc, cette étude a permis de supporter la recommandation nutritionnelle de santé publique du PNNS qui se mettait en place de consommer au moins 5 fruits et légumes par jour, ce qui permet d'avoir un apport en antioxydants suffisant et pas trop dangereux. Parce que ce qu'on a vu, c'est que les antioxydants, si on en prend à trop forte dose dans les compléments ou des suppléments, on peut avoir des effets contraires à ceux attendus. 20 ans, un peu plus de 20 ans après Suvimax, sur les résultats, sur les implications, c'est l'ancienne, les 5 fruits et légumes, ou il y a d'autres informations qui ont été apportées? Alors, du côté des fruits et légumes, on a vraiment une confirmation maintenant par de très nombreuses études de l'intérêt de consommer au moins 5 fruits et légumes par jour. Vous le diriez de la même façon maintenant? Vous diriez 5 légumes et des fruits? Parce que il y avait des variantes, c'est-à-dire les fruits sont un petit peu plus sucrés que les légumes. Oui, mais vous savez, ce slogan, puisque en fait ça a été reconnu un petit peu comme un slogan facile à comprendre, à interpréter, a eu quand même cet effet de sensibiliser nos concitoyens sur l'intérêt de manger des fruits et des légumes. Et a priori, s'il faut bien varier entre les fruits et légumes, l'énorme avantage, c'est que l'énorme spectre des fruits et légumes permet à chacun de trouver son bonheur. Alors, si on aime plutôt les fruits, il vaut mieux quand même consommer des fruits. Si on aime les légumes, il vaut mieux consommer les légumes. Et l'idéal, c'est de consommer les deux. Vous découvrez les risques liés au conflit d'intérêts? Alors oui, déjà, surtout, c'est dans la jonction qui est faite entre la recherche
et l'action de santé publique, puisque à la fin du PNN, de l'étude Suivi-Max, le ministère de la Santé m'a confié la présidence du Programme national nutrition santé, qui avait comme vocation de traduire les données de la recherche en mesures de santé publique dans le cadre d'une politique nutritionnelle de santé publique. Et très rapidement, je vais découvrir avec mes collègues le poids des lobbies qui vont venir interférer pour essayer d'empêcher la mise en place de mesures, même si elles sont démontrées scientifiquement valides et utiles, à partir du moment qu'ils considèrent qu'elles vont à l'encontre de leurs intérêts. C'est important, vous nous aviez expliqué que pour vous, c'était essentiel que ça dépende du ministère de la Santé, pas de celui de l'Agriculture. Oui, tout à fait. Traditionnellement, en France, le ministère qui avait la charge des problèmes nutritionnels jusqu'à 2001, c'était le ministère de l'Agriculture. Donc les grandes crises sanitaires, la dioxine, la vache folle, les OGM ont été gérés par le ministère de l'Agriculture. Alors, ils peuvent faire ça très bien, mais ils sont quand même très proches des opérateurs économiques, des industriels, des producteurs. Donc, ils ont moins une vision, évidemment, santé, que la défense aussi d'intérêts économiques. Je ne dis pas qu'ils ne se préoccupent pas du tout de la santé, mais ce n'est pas la même priorité que le ministère de la Santé. Donc en 2001, le grand enjeu était de réussir à ce que le Programme national nutrition santé soit confié non pas au ministère de l'Agriculture, qui traditionnellement s'occupait de ces problèmes de nutrition, mais au ministère de la Santé. Et dans les arbitrages interministériels à l'époque, le Premier ministre de l'époque, qui était M. Lionel Jospin, avait arbitré pour confier le PNNS, ce Programme national nutrition santé, au ministère de la Santé, ce qui est une bonne chose. Mais vous êtes très très critiqué, les noms d'oiseaux commencent à pleuvoir, on vous accuse d'être un hygiéniste, l'auteur d'une démarche stigmatisante, anxiogène, tyrannique, culpabilisante. Oui, vous savez, la méthodologie, les méthodes d'action des lobbies sont toujours les mêmes. Ils essayent d'abord de discréditer la science, jeter le doute sur la science et discréditer les scientifiques qui portent ces mesures de santé publique basées sur la science. Donc, ils ont tendance, que ce soit sur l'alimentation, mais c'est pareil pour le tabac, l'alcool, la sécurité routière, de faire croire que les acteurs de santé publique sont liberticides, qui veulent imposer des choses qui sont contraires à l'intérêt individuel et qu'on va venir contrôler, alors soit la vitesse de votre voiture, soit votre paquet de tabac ou le contenu de votre assiette. Donc, en effet, j'ai eu le droit à toute cette litanie des mots qui sont des mots-clés qu'utilisent les lobbies pour discréditer les scientifiques. Ou des formules qui voudraient vivre dans un monde sans sucre. Oui, c'est-à-dire qu'au-delà même de ces noms d'oiseaux utilisés pour attaquer les responsables de santé publique, les lobbies vont mener des campagnes et on va voir des pages entières des journaux avec des images d'un panier à salade, donc un véhicule de police dans lequel il y a des cuisiniers, ou un pauvre glacier poursuivi par un escadron de policiers, avec ce slogan qui voudrait évidemment de son sucre. C'est la collective du sucre qui, pour défendre ses intérêts, essaye là encore de faire croire que la santé publique va s'opposer au plaisir, à la gastronomie, au partage, à la convivialité, ce qui est bien sûr totalement faux, puisque jamais on dit qu'il ne faut pas manger de sucre. On rappelle simplement qu'il ne faut pas en abuser. Alors on en vient au Nutri-Score et vous expliquez dans votre ouvrage que ça a été un affrontement dantesque pour le faire aboutir. Oui, c'est-à-dire qu'entre le moment où il a été proposé sur la base de nos travaux de recherche au ministère de la Santé et son adoption, ça a été près de 4 années de bataille extrêmement sanglante où les lobbies ont quasiment tout fait ou presque pour bloquer sa mise en place ou ensuite essayer de le retarder ou de le détricoter en permanence. Donc on a eu énormément à se battre contre ces lobbies. Pour vous, il fallait agir sur l'offre alimentaire et les lobbies, eux, disaient qu'il faut seulement éduquer les consommateurs. Bien sûr, l'approche des lobbies, c'est toujours de dire qu'il suffit de responsabiliser le consommateur et après c'est lui qui fait ses choix. Mais en fin de compte, le consommateur n'est pas souverain, il a des pressions, que ce soit la publicité, le marketing, même quand vous rentrez dans un supermarché, la mise en place des produits répond à, en fin de compte, des intérêts très très spécifiques. Et puis, il n'a pas d'information sur la qualité nutritionnelle des aliments. Quand on veut comparer des yaourts, des crèmes dessert, des céréales petit déjeuner ou des plats composés, il y a une information, certes, elle est au dos de l'emballage, c'est un tableau incompréhensible et illisible. Donc, on a proposé de traduire ce tableau incompréhensible
sous forme d'un logo qui soit simple, intuitif, compréhensible par tous. Mais évidemment, ça ne plaisait pas aux sociétés qui n'avaient pas envie de jouer le jeu de la transparence. Ça ne plaisait pas est un petit mot, professeur Herzberg. Le logo est déclaré stigmatisant, infantilisant, simpliste, discriminant, un frein à l'exportation, l'effondrement de l'industrie alimentaire, la fin des PME, des paysans. Oui, c'est-à-dire qu'on était accusé de tous les maux. C'est-à-dire que juste si le Nutri-Score n'était pas responsable du déclin de la France ou de la mort d'Henri IV, enfin, je veux dire, on accusait Nutri-Score de tous les maux, ça ne reposait sur absolument aucune base réelle et surtout n'était pas mis en avant l'intérêt, la demande des consommateurs, le soutien des scientifiques qui poussent à avoir un outil qui soit simple et qui soit utile aux consommateurs pour orienter ses choix, s'ils le désirent, vers des aliments de meilleure qualité nutritionnelle de façon éclairée. Laissez-nous manger tranquille, déclarent certains. Ah oui, tout à fait. On nous dit ne vous occupez pas c'est vraiment manger tais-toi pour le consommateur, c'est manger tais-toi et ne reviens pas pour le scientifique là-dessus. Laissez-nous tranquille, on se charge de tout, on vous fait des produits, on les met en vente et vous serez heureux. Ben non, il faut quand même que le consommateur puisse savoir réellement ce qu'il mange, et notamment au niveau de la composition nutritionnelle. Le Nutri-Score s'appuie bien évidemment sur des études scientifiques. Oui, Nutri-Score, et c'est ça qui est intéressant, c'est un véritable outil de santé publique, mais qui s'appuie sur de la science. Dans sa conception. C'est récent, professeur Herzberg, puisqu'en fait, il est lancé en 2017, c'est ça? Voilà, il a été proposé en 2014, adopté officiellement sur une base volontaire, donc en 2017. Par 7 pays seulement en Europe. Par 7 pays en Europe, mais à chaque fois en s'appuyant sur les travaux scientifiques. Il y a plus de 140 études dans une vingtaine de pays qui démontrent l'intérêt et l'efficacité du Nutri-Score. Il y a une belle étude là, qui a été publiée, 350 000 patients de la cohorte EPIC, issus précisément des 7 pays européens qui ont été suivis pendant 12 ans, qui a été réalisée par l'INSERM, l'INRAR, le CNAM, le CIRC, publiée récemment dans le Lancet et qui montre qu'une mauvaise alimentation, donc la consommation de plus d'aliments moins bien notés dans la nouvelle version de 2024, entraîne un risque accru de maladies cardiovasculaires, en particulier des infarctus du myocarde et des AVC. Tout à fait. C'est une étude dont la taille, la dimension est extrêmement importante, vient confirmer d'autres études qui ont été faites aussi sur plusieurs centaines de milliers de personnes dans le domaine du cancer, de la mortalité, de l'obésité et du diabète. Et là, on démontre que par rapport aux maladies cardiovasculaires, le fait de manger des aliments moins bien classés sur l'échelle du Nutri-Score a en effet une augmentation, un impact sur le risque de maladies cardiovasculaires. On détaillera tout à l'heure le Nutri-Score avec Nicolas. Je voudrais simplement que vous nous l'expliquiez afin que nous comprenions les modifications qui ont été apportées. Donc, il était prévu depuis que le Nutri-Score a été proposé qu'il y a des mises à jour régulières de l'algorithme de calcul, tout simplement parce que la science évolue, on a de nouvelles connaissances sur les relations alimentation-santé, qu'il y a de nouveaux produits qui apparaissent, qui sont soit reformulés, soit qui sont des innovations sur le marché. Et puis, le recul, depuis qu'il a été mis en place, a permis d'identifier certaines imperfections. Donc, un comité scientifique européen, composé d'experts sans lien d'intérêt, des 7 pays qui ont adopté le Nutri-Score, ont travaillé pendant près de 2 ans pour adapter l'algorithme du Nutri-Score pour qu'il soit plus en cohérence avec les nouvelles recommandations de santé publique, c'est-à-dire qu'il pénalise plus les produits sucrés. On ne verra plus d'ailleurs de céréales petit déjeuner classées A, elles seront apparemment qui sont sucrées classées au moins C. Elles pénalisent les produits salés, notamment les plats composés, donc les pizzas vont être moins bien classées qu'elles ne l'étaient jusqu'à présent. Elles pénalisent les boissons édulcorées qui seront moins bien classées. Elles pénalisent également la viande rouge, les yaourts liquides, les boissons végétales à partir du moment qu'elles sont sucrées. Par contre, le score est amélioré pour l'huile d'olive ou les produits céréaliers complets. Donc, il y a réellement une mise en conformité du Nutri-Score avec les nouvelles recommandations de santé publique, les nouvelles connaissances, avec un Nutri-Score qui fonctionnait déjà très bien, mais qui va être encore plus performant et en meilleure adéquation donc, avec les recommandations nutritionnelles. C'est important la compréhension du Nutri-Score parce que vous expliquez qu'une huile, elle ne sera jamais A. Elle est comparée aux autres huiles, mais elle va être E, elle va être D ou E. Un fromage sera rarement A ou B. Oui, ce qui est important à bien comprendre, c'est que le Nutri-Score ne dit pas qu'un aliment est sain ou pas sain. C'est-à-dire qu'il n'est pas binaire. Il dit non pas en valeur absolue, mais en valeur relative, comment se situe
un produit alimentaire par rapport à un autre produit qui est comparable dans son usage et son utilisation. Donc, entre les huiles, Un dessert ou... voilà, un dessert, une crème dessert, un yaourt ou un fruit, donc qui ont le même type d'utilisation, ou les aliments du petit déjeuner, entre le pain, les biscottes, les céréales petit déjeuner, les pâtisseries, les biscuits, etc. Ou entre les huiles, entre l'huile d'olive qui va être la mieux classée, pas avec l'huile de colza, par rapport à d'autres huiles, où donc à chaque fois, on permet aux consommateurs de pouvoir juger d'un simple coup d'œil quel est le produit dans la gamme du produit qu'il cherche, en termes d'usage ou d'utilisation, qui est le plus favorable à sa santé. Vous nous aviez expliqué, vous étiez parfaitement conscient qu'il y avait un défaut dans la cuirasse du Nutri-Score, et on vous reprochait qu'il ne tenait pas compte du degré de transformation des aliments, de la présence ou non des vitamines et minéraux, antioxydants dont vous avez parlé tout à l'heure, des additifs, des pesticides, des résidus, et de la dimension environnementale. Oui, mais on ne peut pas demander plus à un logo nutritionnel qu'il ne peut donner. C'est vrai pour Nutri-Score, c'est vrai pour d'autres logos nutritionnels qui ont été proposés ou qui sont développés dans d'autres pays. C'est-à-dire qu'un indicateur à lui tout seul ne va pas être capable d'agréger toutes les dimensions santé des aliments. Elles sont toutes importantes, mais on ne peut pas les mélanger parce que si vous mélangez l'ultra-transformation, les pesticides, le bien-être animal, le revenu des agriculteurs, etc., vous avez une moyenne qui n'a plus de sens. Donc, il faut donner le Nutri-Score. Ça fournit une information sur la composition nutritionnelle. C'est déjà beaucoup puisque, comme vous l'avez rappelé, des études ont montré que le simple fait de manger des aliments mieux classés par le Nutri-Score réduisait le risque de maladie. Et à côté, il faut donner d'autres informations. Est-ce que le produit est ultra-transformé ? Est-ce qu'il y a des pesticides ? Il y a déjà un logo qui est celui de l'agriculture biologique. Que vous mettez, vous expliquiez qu'il fallait probablement lui associer. Quand nous vous avions reçu, associer peut-être d'autres informations. Tout à fait. Si on ne peut pas agréger sous une forme du calcul, on peut les agréger sous forme graphique. Donc, on a proposé de mettre un liseré noir, un bord noir autour du Nutri-Score si le produit est ultra transformé. Et on a testé ça sur 20 000 personnes. Ça marche très bien. Donc, on ne touche pas au Nutri-Score. On rajoute simplement une information si l'aliment est ultra transformé ou s'il y a des pesticides avec le logo de l'agriculture biologique. Voilà, on arrive au terme de la première partie de notre émission. On a compris l'importance des lobbies qui se sont opposés par tous les moyens pour que finalement rien ne bouge, mais que vous continuez, que le Nutri-Score continue à évoluer. Tout à fait, c'est grâce à la demande sociétale, aux citoyens, aux consommateurs, aux professionnels de santé, aux acteurs de terrain que le Nutri-Score a pu être officialisé en 2017. Merci à nos deux Serge pour cette première partie. On va continuer bien sûr de s'entretenir et puis on va parler aussi un petit peu pratico-pratique pour nos auditeurs, auditrices, avec quelques exemples. On parlera des œufs, c'est bon les œufs pour la santé. Je rappelle le titre de cet ouvrage, Mange et tais-toi. Le professeur Serge Exberg est avec nous aujourd'hui pour nous raconter un petit peu le Nutri-Score. On vous donne un A pour cette première mi-temps. Ça vous va ? C'est très gentil et je le prends avec beaucoup de plaisir. Allez, à tout de suite sur Réfois. Radio J. Réfois, Serge et Nicolas Rafale. Radio J. Serge et Nicolas Rafale. Radio J. De retour pour cette deuxième partie de Réfois en compagnie toujours du professeur Serge Exberg. Voilà pour son Mange et tais-toi. Je te dirai ce que tu manges et je te dirai qui tu es en fonction de ce que tu manges. On continue de parler de ce Nutri-Score, voilà, parce qu'on se balade dans les allées d'un supermarché virtuel en votre compagnie aujourd'hui. Le docteur Serge Rafale vous posait une question sur l'étude de Framingham et puis vous avez évoqué celle dite des 7 pays. On dit que cette dernière est biaisée, mais elle débouche néanmoins sur la prééminence du régime crétois. Vous êtes un chantre du régime crétois, on le rappelle. Du régime méditerranéen au sens large, oui, tout à fait. C'est la base d'ailleurs de la plupart des recommandations de santé publique dans le monde. Vous parliez en première partie de l'huile d'olive. Valeur relative, j'ai bien entendu ce que vous avez dit. Dans le régime méditerranéen, il y a de l'huile d'olive. Est-ce que c'est un bon aliment ? Puisque vous avez dit, il est bon, elle est bonne cette huile par rapport aux autres huiles que nous utilisons. Mais est-ce que l'huile d'olive, s'il n'y avait pas les autres huiles, elle aurait une bonne note quand même ? Est-ce que c'est bon d'en consommer ? Alors, c'est bon d'en consommer, mais à des doses qui restent acceptables. Il ne faut pas boire l'huile d'olive à la bouteille. C'est-à-dire, c'est pas ça qui vous améliorera votre cœur, parce que quand même, l'huile d'olive, c'est de l'huile. Alors certes, elle
contient des acides gras monoinsaturés plutôt favorables à la prévention cardiovasculaire, mais il faut rester dans des consommations qui soient des consommations raisonnables. Donc, ce que l'on recommande, c'est parmi les huiles de privilégier plutôt l'huile d'olive, notamment quand on a une culture méditerranéenne, et aussi l'huile de colza qui a aussi un certain intérêt. Oui, parce qu'on a entendu... Oui, Serge ? Oui, dans beaucoup d'études, on a le sentiment que l'huile de colza est même supérieure sur le plan santé à l'huile d'olive. Alors, il y a des études qui montrent chacune l'intérêt. Ce qu'on se rend compte, c'est que les recommandations doivent prendre en considération des aspects culturels. Si vous êtes dans le sud de la France, si vous avez l'habitude de consommer de l'huile d'olive ou dans les pays méditerranéens, c'est plutôt celle-là qu'il faut privilégier. Dans les pays du Nord, on voit où l'huile d'olive est moins habituelle dans les pratiques culinaires. À ce moment-là, c'est plus l'huile de colza. Mais l'idéal, c'est de varier les deux. Mais vraiment, l'huile d'olive, il y a quand même un faisceau d'arguments avec des études d'intervention qui ont démontré récemment encore l'intérêt en termes de prévention. Parce qu'elle écrase toutes les autres, quasiment, dans la consommation des Français, nord, sud, quand même. Oui, parce qu'elle est remontée au nord. Elle est remontée au nord, et alors qu'il y a plein d'autres huiles intéressantes aussi. On pense à les graines de lin, l'huile de lin. Oui, mais elles sont moins intéressantes en termes de démonstration d'efficacité sur la santé. Donc, en effet, les autres huiles vont se retrouver. L'huile d'olive était classée jusqu'à présent dans la meilleure classe possible sur une huile, c'est-à-dire C. Elle va passer en B avec la mise à jour, comme l'huile de colza et l'huile de noix, qui sont les 3 huiles les plus intéressantes. Les autres huiles se distribuent entre C, D ou E en fonction de leur teneur en graisse saturée. Donc, ce qui veut dire que si une huile est moins bien classée que l'huile d'olive, si on a envie de la consommer, il faut la consommer plus occasionnellement et plutôt privilégier l'huile d'olive ou l'huile de colza. Qu'est-ce qui a freiné ? Parce qu'on voit pas de lettres du Nutri-Score sur les huiles. C'est rare, je crois, jamais en avoir vu. Alors, si on en voit sur les marques distributeurs, puisque la grande distribution, à partir du moment qu'on adopte le Nutri-Score, qui est encore sur une base volontaire, il faut le mettre tout de même sur l'ensemble des produits, il faut inscrire l'adoption qui est faite à l'Agence nationale de santé publique en France. Et donc, les distributeurs le mettent sur tous leurs produits. Donc, vous allez voir des huiles d'olive qui sont marquées. Alors, jusqu'à présent, C, dans les mois qui viennent, il devrait passer comme les huiles de colza en B. Mais pour l'instant, il y a beaucoup de fabricants qui refusent cette transparence offerte aux consommateurs, exigeant certains que l'huile d'olive soit classée A, ce qui est absurde, puisqu'on l'a rappelé, même s'il faut la privilégier, on ne peut pas la consommer ad libitum, sans limite. Donc, il est très bien qu'elle soit B, c'est la meilleure position pour une huile, et ça permet de choisir par rapport aux autres huiles, mais il n'y a pas de raison qu'elle passe A, mais parfois les producteurs d'huile d'olive font pression pour... Le principal frein, c'est quoi ? C'est les fabricants, pas les distributeurs, mais les fabricants qui boycottent, qui font interdire la mise en place de ces lettres. Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Nutri-Score est adopté sur une base volontaire à cause d'une réglementation européenne. Il n'y avait aucune entreprise qui n'en voulait en 2014 lorsqu'il a été proposé, 6 qui l'ont adopté en 2017 quand il a été adopté officiellement. Aujourd'hui, il y a 1400 entreprises qui l'ont adopté. Ça représente à peu près 60% du marché. Mais il y a des grands groupes comme Lactalis, Ferrero, Mars, Mondelez, Coca-Cola, Unilever qui refusent d'afficher le Nutri-Score. Et il y a même des marques qui avaient adopté le Nutri-Score comme Danone ou Bjork qui refusent aujourd'hui de continuer à le mettre parce que les règles du jeu ont changé sur des bases scientifiques et ils ne sont pas très contents de la nouvelle mouture du Nutri-Score qui est pourtant définie par des scientifiques pour être plus utile aux consommateurs et ils se désengagent, ce qui est quand même assez... Vous donnez une définition dans Manger tais-toi, une bonne définition des scientifiques. Ils croient ce qu'ils voient et une définition des lobbies, ils voient ce qu'ils croient. Ils réécrivent la science pour faire passer leurs idées et leurs intérêts. Comment est-ce qu'on peut arriver à faire bouger cette histoire ? Est-ce que c'est bougeable ? Est-ce que c'est modifiable ? Alors oui, regardez, on a déjà bougé puisqu'au départ, tous les lobbies s'opposaient même à son adoption sur une base volontaire. Donc la bataille a fait rage en France, elle continue au niveau européen. Mais on voit qu'on peut faire bouger les choses et on peut les faire bouger à partir du moment qu'il y a une mobilisation sociétale. C'est-à-dire que les citoyens se manifestent, que les associations de consommateurs également fassent pression auprès des politiques, que les scientifiques continuent à produire de la science de manière à bien montrer qu'on ne peut pas éviter ce type de mesures. Donc, il faut que les médias en parlent. Et ça, c'est très important. Je vous remercie de m'avoir invité
Et également, plus on en parle dans les médias sur les travaux scientifiques qui justifient la mise en place du Nutri-Score, plus c'est difficile aux lobbies de rester sur leur position et de ne pas afficher le Nutri-Score. Mais jusqu'à présent, tant qu'il n'est pas obligatoire, des sociétés refusent cette transparence qui est quand même un droit des consommateurs et un devoir des opérateurs économiques. Ouais, on a l'impression que c'est compliqué à mettre en place dans un monde où effectivement, je ne sais pas ce que vous en pensez, nous sommes de plus en plus informés, mais parallèlement, nous vivons de plus en plus un monde à la carte, un monde régi par la volonté du moment, et la nourriture fait partie quand même de cette chose fondamentale, puisque nous la pratiquons tous les jours, le fait d'aller faire nos courses, et on n'a pas très envie toujours de nous faire dicter nos désirs, nos envies. Quand on a envie de manger quelque chose et de se faire plaisir, on se fait plaisir. Mais le Nutri-Score le permet, c'est d'ailleurs tout le message. Un produit même classé D ou E peut tout à fait être consommé dans une alimentation équilibrée. Simplement, ça vous alerte, ça vous rappelle que ce produit doit être consommé en quantité raisonnable, pas trop fréquemment, pas trop grande quantité. Donc, c'est juste une information. Chacun ensuite l'utilise ou non. Mais ce qui est dommage aujourd'hui, c'est que cette information soit manquante. Ça ne dicte pas votre comportement, ça vous permet de vous éclairer et de définir si vous avez envie ou non d'en tenir compte. Et aujourd'hui, c'est quand même dommageable qu'on n'ait pas accès à cette information de base qui est la transparence sur la qualité nutritionnelle des aliments qu'on met à notre disposition. Oui, j'ai l'impression qu'on se définit soi-même en fonction de son mode de vie. Et personnellement, voir un D ou un E sur un paquet, moi, me le ferait reposer immédiatement. Il y a plein de gens qui juste sur les aliments, alors tiens, on voit souvent D ou E sur le chocolat. Est-ce que c'est un bon aliment, le chocolat par exemple? Alors, tout dépend de la dose. Une fois de plus, ne dit pas si un aliment est bon ou pas bon. Il dit simplement, soit il y a une version, une alternative qui est plus favorable. Alors pour le chocolat, c'est relativement modéré. En fonction de la teneur en cacao, ça varie entre D et E tout de même. La teneur en graisse. Oui. La teneur en graisse étant un facteur qui est pris en compte dans le calcul du Nutri-Score. Et une fois de plus, un D ou un E n'empêche pas de manger du chocolat ou du fromage ou un soda. Mais simplement, ça vous rappelle qu'il vaut mieux en consommer, pas tous les jours ou à chaque repas, pas en grande quantité. Donc, c'est simplement un élément qui vous permet d'être éclairé et vous en tenez compte ou vous n'en tenez pas compte. Si vous êtes attaché à ce produit, si vous avez envie de le manger, mangez-le. Simplement, vous savez qu'il ne faut pas en abuser. Est-ce que vous avez eu des retours d'expérience des clients, des consommateurs sur la façon qu'ils avaient de vivre le Nutri-Score? Alors oui, on a maintenant des données que l'Agence nationale de santé publique France publie régulièrement. D'abord, on sait que le Nutri-Score est plébiscité. 90% des consommateurs le demandent et même un peu plus voudraient qu'il soit obligatoire sur tous les produits. Et 70% considèrent qu'une marque qui affiche le Nutri-Score est une marque plus responsable, ils font plus confiance. Et 57% ont déjà changé leurs habitudes alimentaires à cause du Nutri-Score. Et on voit les ventes en supermarché, puisqu'on a aussi des données qui montrent que les produits classés D diminuent de quelques pourcents. Ils ne chutent pas totalement. Heureusement, les gens continuent à acheter certains de ces produits. Et les produits A et B ont tendance à augmenter. Donc, ça fonctionne réellement. Et puis, ça impacte aussi les industriels dans le sens que ça les pousse à reformuler leurs produits, à retirer un peu de gras, de sucre et de sel, ce qu'ils peuvent faire sans problème, sans changer le goût des consommateurs. Alors, les pâtes à tartiner de chez Ferrero seraient classées loin Oui, ils sont classés E. C'est pour ça que Ferrero fait partie des grands opposants à Nutri-Score et c'est toute sa gamme de produits, pas seulement sa pâte à tartiner, mais tous ces produits, comme d'ailleurs les produits Mars ou les produits Mondelez, sont classés généralement E. Donc, ils n'ont pas trop envie d'afficher cette lettre qui, une fois de plus, n'est pas une stigmatisation, mais une information. Et c'est très bien parce que c'est très utile auprès des enfants qui sont très sensibles et qui comprennent très bien le Nutri-Score. Donc, c'est un élément qui leur permet simplement de prendre conscience que ce n'est pas anodin d'utiliser ces produits en grande quantité. Vous êtes réconcilié avec les Italiens et les Espagnols? Alors, avec les Espagnols, oui, je n'ai jamais été fâché. Les Italiens, c'est juste le gouvernement de Madame Meloni qui m'en veut et les partis un peu d'extrême droite et populistes qui ont fait de Nutri-Score un complot de l'Europe contre les produits made in Italy. Alors, on y voit la main d'ailleurs de Ferrero. Donc, c'est une instrumentalisation politique. Et c'est vrai qu'ils m'en veulent un peu et que de temps en temps, ils
ne se gênent pas pour répandre des fake news sur Nutri-Score et même sur moi. On continue de parler juste après la chronique de Vladimir. On parlera des œufs et du lait. C'est important quand même qu'on ait votre sentiment sur ces aliments. Tout de suite, Vladimir. Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafale. Radio J. Le seul qui ne s'appelle pas Serge dans ce studio, franchement, avec moi, c'est Vladimir Mitz. Vous auriez aimé vous appeler Serge. Ah, j'aurais adoré. Mais j'aime bien mon prénom. En tout cas, bonjour à tous. J'aurais adoré m'appeler Vladimir. Ah, C'est un joli prénom. Vous nous parlez cette semaine alors de la grossophobie des patientes qui viennent, voilà, est-ce qu'on peut dire de plus en plus en nombre comme ça et qui sont victimes oui, et puis de la grossophobie. La surcharge pondérale, l'obésité, c'est près de la moitié de la population maintenant. tout à fait. Alors, je voudrais me placer dans le cadre d'un magasin, un grand magasin, avec toutes ces personnes qui rentrent. Et quand on voit devant soi tanguer une jeune femme qui ne peut pas laisser passer personne, ni à gauche ni à droite, on a tous un sentiment un peu, je dirais pas méchant, mais qui nous vient à la tête et que je trouve finalement hideux. C'est de se dire, elle est grosse, c'est sa faute. Elle n'avait qu'à faire attention et manger moins. Et c'est de là où je me rapproche un petit peu de votre Nutri-Score, parce que presque ce désamour qu'on a vis-à-vis des gens qui sont obèses ou qui sont gros provoque beaucoup de dégâts. Et j'approuve tout à fait ces associations de femmes actuellement qui essayent de militer pour lutter contre la grossophobie, c'est-à-dire la haine des grosses. On avait ou reçu des ici gros. Anne-Sophie Joly dans une émission précédente. Oui, tout à fait, parce que ce sont des gens qui sont caractérisés simplement par leur image physique et auxquels on fait porter le chapeau d'une culpabilité personnelle, alors qu'il y a en fait deux problèmes qui se superposent. Souvent, cette prise de poids, elle est d'ordre génétique. Et manger ou prendre de l'huile d'olive, un fond de verre, pour quelqu'un qui a une génétique normale, c'est pas grave. Par contre, pour quelqu'un qui a une génétique de stockage, c'est dramatique parce que beaucoup plus de calories vont être stockées chez cette personne qui va prendre de l'huile d'olive et qui a une génétique défavorable. On est inégaux On totalement. est totalement inégaux. Et puis le deuxième problème qui se passe, c'est qu'on vit une société de stress et d'agression et que la forme du corps, c'est aussi un peu la réponse à des agressions. Et par exemple, dans une étude qu'on avait fait à l'hôpital Boucicaut avec une psychologue, presque 70% des patients et des patientes qui étaient des obèses avérés, après l'âge de 20 ans, avaient été victimes d'attouchements sexuels, de sévices sexuels, et en quelque sorte, ils avaient formé un blindage autour d'eux de graisse qui était censé de les protéger et d'éloigner les prédateurs. Et donc, c'est ce problème qui est très complexe et que je suis tellement content de vous entendre à chaque fois, mais je me dis, mais quel dommage que dans ce Nutri-Score, il n'y ait pas juste un appendice pour dire le nombre de calories. Parce que quand nous, les médecins, on voit des patients arriver qui nous disent « je voudrais maigrir », problème essentiel, question très fréquente, on ne sait pas trop quoi leur répondre. Et quand on leur dit « il faudrait compter les calories », ils nous prennent pour des fous. C'est impossible de compter pour un individu des calories avant de manger. Je trouve cette attitude, elle n'est pas responsable parce que ce n'est pas pratique. Et donc, il faut que quelqu'un d'autre le fasse à leur place, ou au moins leur donne une indication. Et je pense que ce serait important, même si ça ne conduirait pas les gros à devenir maigres. Mais en tout cas, cette indication est une aide à faire attention. Parce que la prévention est finalement quelque chose qui est fondamental et qu'on pourrait aider. Et donc, la question que je voulais vous poser, c'est est-ce qu'à un moment donné, en dehors de ce fait de bon ou du mauvais aliment au niveau simplement nutritionnel, on ne peut pas y associer un petit côté, attention à la surcharge que vous allez vivre. Alors, je partage d'abord tout à fait ce que vous avez dit. C'est vrai que l'obésité, c'est une maladie. Ça doit être considéré comme tel. Ça n'est pas une responsabilité individuelle. Alors, le Nutri-Score intègre les calories dans son calcul. C'est-à-dire, plus un produit est calorique, plus le risque que le Nutri-Score soit moins bon est élevé. Donc, globalement, il informe sur la qualité nutritionnelle globale des aliments, prenant en considération des calories, le sucre, le gras, le sel, et puis des aliments plutôt positifs, s'il y a des fibres, des protéines et des fruits et légumes. On a montré dans plusieurs études que le fait de manger des aliments bien classés par le Nutri-Score, on a vu par rapport aux
cancer ou maladie cardiovasculaire, diminuer le risque, mais également par rapport à l'obésité. Donc c'est un outil qui peut être utile pour contribuer à informer. D'ailleurs, les associations de patients obèses soutiennent la mise en place du Nutri-Score. Alors, il ne faut pas se faire d'illusions. Le Nutri-Score à lui seul ne va pas régler tous les problèmes de nutrition et notamment tous les problèmes d'obésité. Il y a beaucoup d'autres choses à faire, mais c'est un élément parmi d'autres qui peut être particulièrement utile dans la prévention et la prise en charge de l'obésité. Mais ce qui est très important, et vous l'avez rappelé, c'est fondamental, c'est qu'en effet, il ne faut pas responsabiliser et culpabiliser les personnes qui souffrent d'obésité. C'est une véritable maladie qui doit être reconnue comme telle, prise en charge avec, on l'espère, une politique de santé publique à la hauteur des grands enjeux de santé publique et des problèmes humains que vous avez rappelés. En tout cas, pour un homme qui connaît bien les chiffres, je voudrais vous poser une question pratique que tous les patients nous posent et se posent. Docteur, il me faut combien de temps de régime pour maigrir de 10 kilos ? Alors, on est incapable de répondre. Simplement, le message que l'on peut dire, c'est que, justement, il ne faut pas se prendre le temps. Il faut mettre le temps de son côté. Il ne faut pas penser que perdre du poids se fait de façon brutale et rapide. Si on le fait comme cela, on est à risque de le reprendre rapidement et d'en prendre encore plus que ce qu'on a perdu. C'est pour ça qu'on bannit les régimes qui vous font perdre du poids très très rapidement pour proposer des recommandations d'une consommation plus accessible, moins frustrante et qui permet avec le temps de perdre du poids. Donc 10 kilos, on peut les perdre en quelques mois, ça va varier beaucoup d'une personne à une autre, mais il ne faut pas que les patients s'inquiètent de cela. Il faut se dire que chaque jour qui passe et prendre le temps, on perd du poids progressivement et c'est la garantie d'arriver à un poids plus faible et surtout de ne pas reprendre ce poids. Donc il faut bannir les régimes, des régimes très stricts, restrictifs, et par contre avoir un comportement, en effet, d'une réduction d'apport calorique, de manger un peu moins, d'avoir un peu plus d'activité physique, et en prenant le temps. Donc surtout, ne pas se fixer des objectifs inatteignables et de se dire, on met le temps et on y arrivera. Moi, je suis totalement d'accord avec vous. D'ailleurs, je tiens à rappeler, puisque dans ma spécialité, on opère les séquelles d'obésité, mais nous avons eu des patients, j'ai eu des patients qui ont perdu 80 kilos en 2 ans, par la seule force de la volonté. Et donc la volonté est un élément, mais qui est fondamental. Qui dit volonté dit faire attention. Effectivement, le Nutri-Score est un des éléments. Mais je le répète, on peut maigrir sans se faire opérer, sans subir ces grosses opérations bariatriques. Il y a une possibilité réelle pour le corps de se débarrasser de ces surplus de gras, à condition d'y mettre une volonté farouche. Alors oui, il faut réserver la chirurgie bariatrique à des cas très spécifiques, donc avec un encadrement médical qui est maintenant bien codé. Il faut aider les sujets avec qui ont ces problèmes d'obésité, qui souhaitent maigrir, les aider en ayant à la fois, en leur fournissant les informations, en ayant une prise en charge diététique, psychologique et autres, et en effet en les rassurant sur la nécessité donc de perdre du poids vraiment extrêmement progressivement. Et puis ce qu'il faudrait, c'est qu'au niveau global de notre société, changer le regard d'abord que l'on a sur les gens surpoids et obèses. Donc ça exige beaucoup d'efforts. Et puis mettre en place des politiques nutritionnelles qui aussi évitent le risque de développer l'obésité. C'est plus difficile de perdre du poids quand on en a pris que de prévenir la prise du poids. Mais pour ça, il faut des volontés politiques fortes avec des mesures. Le Nutri-Score en est une, mais la réglementation de la publicité qui incite à consommer des aliments qui ne sont pas favorables sur le plan nutritionnel. Les problèmes d'accessibilité économique aux aliments, souvent les produits gras, sucrés, salés, caloriques sont plus économiques que d'autres. Donc, il faut vraiment mettre en place des mesures pour réduire le risque d'apparition de cette pathologie. Et quid alors des autres applications, puisque vous dites que l'information est très importante pour accompagner la volonté. Les autres logos nutritionnels, il y a Yuka, Nova, Open Food. Qu'est-ce qu'ils apportent de plus par rapport au Nutri-Score ? Alors, si vous voulez, très souvent, ce sont des applications sur des téléphones mobiles. Alors, même si certaines sont bien faites, c'est très compliqué quand vous faites vos courses de sortir votre téléphone, de scanner un produit, puis un autre produit pour pouvoir comparer. Donc, on sait que ça n'est pas particulièrement efficace, notamment au niveau des populations les plus à risque de problèmes nutritionnels qui ont souvent
peu de temps pour faire leurs courses. Donc, il y a une application qui est très bien faite, parce que dans les applications, il y a un peu de tout. Il y a Open Food Facts, qui est une application reconnue par Santé publique France, qui affiche le Nutri-Score, mais également la classification Nova d'ultra-transformation et d'autres éléments. Et puis, il faut essayer de nettoyer un peu, de balayer un peu dans toutes ces applications, celles qui ont des finalités plus économiques, qui n'ont pas de base scientifique. On sait qu'il y a des grands groupes, on en parlait tout à l'heure, voilà, par exemple Danone, pour le citer, qui a annoncé récemment l'abandon du Nutri-Score pour certains de ses produits. Alors les yaourts à boire, par exemple, là, c'est... là, faut y aller vraiment avec modération, quoi. Ils sont présentés comme des aliments santé, en fait. Bourrés pour certains d'entre eux de sucre. Tout à fait. La mise à jour du Nutri-Score a corrigé une petite imperfection qui était liée au fait qu'à l'époque où il a été mis en place, il n'y avait pas encore une gamme très étendue de yaourts à boire sucrés. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que certains yaourts à boire, qui étaient considérés comme des produits laitiers, bénéficiaient d'un très bon score du Nutri-Score. Ce qui était trompeur, parce que certains de ces produits, comme Actimel ou Activia, qui mettent en avant en effet des arguments santé qui sont parfois un peu discutables, contribuent à améliorer l'immunité ou réduire la fatigue ou apporter des antioxydants, contiennent des quantités de sucre très importantes. Si vous prenez un Actimel sans sucre, ça va, il reste bien classé. Mais aujourd'hui, la nouvelle classification pénalise à juste titre les Actimel ou les autres yaourts à boire ou boissons végétales sucrées qui existent, à un moment qu'elles contiennent des quantités de sucre dont certaines peuvent être supérieures à celles d'un soda. Alors ça n'a pas plu à Danone, qui s'était engagé sur Nutri-Score quand ça l'arrangeait, mais qui là n'a pas envie de montrer la transparence sur le fait que ces produits soient particulièrement caloriques et particulièrement sucrés. Il n'y a pas de Danone, vous n'avez pas peur d'une épidémie là, des géants de l'agroalimentaire? Jusqu'à présent, il y a Danone et Bjorg qui, là encore aussi, pour des raisons de défense d'intérêts économiques et de marketing, ont décidé d'abandonner le Nutri-Score. Alors c'est décevant de ces sociétés qui veulent se donner une image d'engagement social et de placer la santé au cœur de leurs préoccupations. À un moment où ça les dérange et qu'on met la réalité de la composition nutritionnelle de leurs produits, ils se retirent du Nutri-Score, ce qui est quand même extrêmement malhonnête. Et on pense que les consommateurs ne seront pas dupes. À un moment qu'il n'y a pas de Nutri-Score sur un produit, d'une façon générale, il faut se dire que c'est vraisemblablement que l'industriel a des choses à cacher, plutôt prendre un produit concurrent qui, lui, a le courage d'afficher son Nutri-Score. Eh bien, certainement parce que l'économique fait partie du social. Voilà, donc pour eux, c'est important, pour Danone. Voilà, c'est comme ça. On n'a pas parlé des œufs. C'est bien de manger des œufs. Oui, c'est-à-dire que pendant une époque, quand j'ai commencé, moi, la médecine, on pensait que les œufs étaient une source de cholestérol. Ça n'est pas vrai. On sait que le cholestérol des individus qui ont un facteur de risque cardiovasculaire est plus lié. C'est Serge Rafal qui m'a envoyé ce papier, une expérience réalisée par un chercheur américain qui a mangé 700 œufs dans le mois et dont le cholestérol n'avait pas augmenté. Oui, ça n'est pas très surprenant, et par contre, il a beaucoup de courage pour manger autant d'œufs sur une période aussi courte. Bon, écoutez, c'était à nouveau passionnant. Exemple, probablement à ne pas Non, suivre, 20 œufs par jour, là, il va falloir quand même s'y mettre, là, ça va être un peu compliqué. Merci d'être venu nous parler une nouvelle fois, et c'était passionnant de vous écouter, professeur Serge Herxberg. Mange et tais-toi, paru chez Humaine Science. Nous rappelons que l'entièreté de ces droits sont reversés pour moitié au Mémorial de la Shoah et pour l'autre moitié à la Maison d'Isieux. Merci d'être venu nous parler, et puis à la prochaine. Merci de votre invitation. Il y aura une prochaine, puisque le Nutri-Score évolue. Le Nutri-Score évolue en permanence. Merci aux trois Serge Herxberg, Serge Surpin à la réalisation, Dr Serge Rafal et Vladimir Mitz, voilà, qui est le seul Vladimir du plateau, mais il s'en est bien sorti pour un Vladimir. À la semaine prochaine. Radio J.